OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur la science de la neige. Mon nom est Charles, prévisionniste chez Avalanche Québec. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, le but ce soir, c'est de nous permettre évidemment d'approfondir nos connaissances sur la science de la neige. Et nous sommes très contents de pouvoir vous offrir un webinaire avec des invités de cette qualité et de cette trempe. Et j'aimerais d'ailleurs commencer en remerciant nos 2 panélistes pour, leur temps, surtout considérant que l'un d'eux n'est pas présentement au Québec et que le décalage horaire lui demande, beaucoup de flexibilité pour être présent ce soir. Merci à vous aussi d'accepter de partager vos résultats avec nous ce soir et merci aux participants pour votre présence et votre, générosité dans vos dons qui vont nous aider, bien évidemment, dans la remise sur pied de la station des Mines-Madeleine qui n'a malheureusement pas survécu, au vent, heu, extrême de cet hiver. Hem, Commençons avec un petit sondage pour savoir un peu, à qui, heu, à qui on a affaire. Donc vous allez voir un sondage apparaître à votre écran, qui va vous demander quel est votre niveau de formation présentement en lien avec le ski hors piste? Vous pouvez répondre. Super. Donc, pour nos panélistes, à titre informatif, la moitié des participants ce soir ont une base de connaissances en lien avec, ce qui est, CSA1, CSA2 et puis, on a environ le tiers là, qui proviennent en fait, qui détiennent un OPS, niveau 1 et on a quelques personnes aussi qui, ont fait des études universitaires là, en lien avec, la science de la neige. Et voilà, super, merci beaucoup pour votre participation. Donc, en ce qui concerne le déroulement de la soirée, tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, les caméras et les micros sont désactivés. Je vous invite donc à communiquer avec nous, que ce soit pour des questions, pour des commentaires via la section questions et réponses, Q et A, Q&A. Donc vos questions vont être prises en note et à la fin de la présentation de notre panéliste, là, on s'est gardé du temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, si vous la mettez sur le feu du moment, soyez précis pour qu'on puisse bien situer votre question par après. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence avec notre premier panéliste, Francis Meloche, étudiant au doctorat pardon, du laboratoire de géomorphologie et de gestion des risques en montagne de l'UQAR. Il est présentement en Belgique, donc il est passé minuit pour lui. Donc, un chaleureux merci pour ta générosité et ta flexibilité, Francis. Il vient ce soir nous présenter les résultats de ses recherches qui portent sur l'influence de la variabilité spatiale du manteau neigeux sur la probabilité de déclenchement par un skieur et la taille probable pardon, d'une avalanche. Salut Francis. Salut à tous. Donc, je te Heu, laisse la parole, Francis. yes, je partage mon écran. Super. Donc, merci Charles pour la présentation. Je ne suis pas en Belgique, je suis en Suisse, à Davos, mais c'est pratiquement le même fuseau horaire. Donc avant de commencer, en fait, je vais d'abord remercier mes collaborateurs, donc mon directeur de recherche, Francis Gauthier à l'UQAR et mon co-directeur, Alexandre Langlois, qui va vous présenter après un peu un survol de son laboratoire. Puis je voudrais aussi remercier Joanne Gombe et Louis Guyet, mais surtout Joanne, en fait, qui m'a accueilli à Lausanne l'été passé pour un échange de recherche, puis ensuite à Davos en ce moment, à l'Institut de la neige, de la recherche sur les avalanches. Puis
En fait, je suis arrivé avec un projet en tête, puis Johan il m'a beaucoup aidé pour amener le projet un peu plus loin, en fait, avec ses connaissances en mécanique. Puis c'est sur ce projet-là que je vais vous présenter. Donc, pour commencer, le danger d'avalanche, qu'est-ce que c'est en fait? Là, je vous ai mis un graphique un peu, une conception un peu nord-américaine, mais en Europe, c'est principalement la même chose. On va toujours parler en fait de la probabilité de déclenchement, ou de likelihood of avalanches, sensitivity to trigger. On sait quoi la probabilité qu'un skieur déclenche une avalanche par rapport ensuite à quoi la taille de cette avalanche-là, donc plutôt lié aux conséquences. Donc, on va toujours parler en fait de probabilité et de conséquences. Puis les prévisionnistes, les gens sur le terrain qui font du backcountry vont essayer un peu toujours d'estimer en fait ce danger-là, ce avalanche hazard. Puis, par contre, l'évaluation de ce risque-là est assez difficile parce c'est basé sur des informations, sur le manteau neigeux, des observations qui ne sont pas toujours disponibles. Puis, ensuite, à ces observations-là, ben, il y a une variabilité dans le manteau neigeux qui va nous questionner en fait sur est-ce que ces observations-là sont représentatives ou non en fait de ce qui se passe globalement. Donc, OK, parfait. Une avalanche, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, principalement, en fait, une avalanche de plaques, c'est une plaque cohésive sur une couche faible qui va dévaler une pente. Puis, si on s'intéresse vraiment, en fait, à ce phénomène au niveau mécanique, mais c'est un processus, un problème, en fait, qu'on dit multiscalaire, multi-échelle. Puis, ça va commencer, en fait, lorsqu'on a un manteau neigeux qui est sur une pente, qui a un angle, en fait, il est soumis à des contraintes qu'on dit de contraintes de cisaillement et de compression. Puis quand ces contraintes-là sont trop élevées par rapport à la force, à la résistance, en fait, de la couche faible, ces contraintes-là, ça peut être un skieur, ça peut être une chute de neige, un explosif. Quand ces contraintes-là vont être supérieures à la résistance, ben, on va avoir on va avoir une fissure, en fait, dans la couche faible. Puis cette fissure-là, en fait, c'est la couche faible, en fait, elle va s'affaisser, en fait, elle va se détruire. Puis, lorsque cette fissure-là est assez grande, parce qu'on va avoir une taille critique, la taille critique de propagation, mais lorsque cette taille-là est suffisante, en fait, on va avoir une propagation dynamique. Donc, la fissure, en fait, le crack va remonter la pente ou la descente, peu importe, pour ensuite arriver, en fait, il va avoir une longueur assez grande dans cette craque-là, en fait. Puis la plaque qui est au-dessus ne sera plus soutenue, en fait, par la couche faible. Puis là, on va avoir une construction, un build-up de stress en tension, en fait, dans la plaque. Puis c'est là qu'on va avoir les fractures en tension, où on va voir, en fait, le crown, en fait, la fracture, en fait, des fractures verticales dans la plaque. Puis là, la plaque va se détacher, en fait. Donc, on part vraiment de l'échelle microscopique, en fait, de la microstructure de la neige. Il va y avoir des dommages à cette couche faible-là, puis on va s'enligner tranquillement, en fait, vers d'autres échelles, une échelle plus au niveau de 10 mètres, une centaine de mètres, pour avoir l'avalanche au complet, en fait. Si on comprend assez bien ce phénomène-là dans un manteau neigeux qu'on pourrait dire homogène, mais on sait très bien que quand on va sur le terrain, ce manteau neigeux-là, ben, il est rarement homogène. Donc, la science aussi s'intéresse à cette variabilité-là. On sait que la neige va changer à différentes échelles, donc au niveau d'un massif de montagne, mais également au niveau, plus précisément au niveau du ridge. Je vais essayer juste de tasser, pardon. Puis ensuite, au niveau de la pente. Donc, puis à la pente, en fait, si on peut voir en fait sur l'écran, en fait, la ligne rouge, en fait, c'est l'épaisseur de neige, en fait, qui va varier selon plein de processus au niveau du vent, du soleil, des précipitations qui vont changer. Puis, ça va vraiment amener une complexité à la neige, en fait. Puis, cette variabilité-là, probablement ceux qui ont commencé à faire des CSE1, les CSE2 ou même le niveau 1 opération, on la remarque constamment, en fait, soit au niveau de l'épaisseur de neige, mais au niveau aussi de la densité, la résistance de la neige quand on marche avec nos skis dessus. Puis moi, c'est une question qui m'a tout de suite fasciné, en fait, quand j'ai fait mon niveau 1 opération. Dans les Chic-Chocs, je me rappelle qu'on est plusieurs personnes à faire des snow pits, souvent une équipe de deux, puis on est peut-être 8 snow pits qui sont peut-être à 3-4 mètres l'un de l'autre. Puis au début, tu sors un peu, tu vas voir tes voisins, puis là, le monde, ils font leurs tests, puis finalement, tu te rends compte que les couches, ils changent énormément, les résultats de tests changent énormément.
Puis moi, c'est une question qui m'avait toujours fasciné, en fait, de faire, OK, ben finalement, le test que je fais, c'est pas la vérité, en fait. Tu sais, on essaie qu'il soit représentatif, mais il y a toujours une marge d'erreur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis que quand j'ai fait ma maîtrise et puis au doctorat, je voulais vraiment travailler sur cet aspect-là. Puis, comment qu'on y arrive ensuite après à mesurer cette variabilité-là? Ben, ce qu'on fait, c'est que là, en fait, c'est une carte en fait du mont Albert. Vous avez l'arête de roc AR aussi, qui est, s'il y en a qui sont déjà allés au mont des c'est quand vous arrivez à la Serpentine. Si vous regardez l'autre côté de la rivière, c'est à votre droite, c'est une petite pente, c'est un glacier rocheux. Puis on a fait plein de mesures en fait de, de SMP, en fait, qui est une espèce de sonde, en fait, qui va pénétrer la neige, qui va faire un profil de résistance vraiment à haute résolution. Puis là, on fait plusieurs profils sur l'ensemble de la pente. Puis, à chaque profil, en fait, on peut le voir ici à votre droite. Vous avez vraiment le profil de résistance vraiment à haute précision. Puis, on va venir définir la plaque puis la couche faible pour chacun de ces profils-là. Puis ensuite, on traite ce signal-là, puis on va avoir en fait des propriétés mécaniques en fait qui sont importantes pour la stabilité. On va avoir la densité, la force structurelle de la neige, on va avoir le module élastique. Puis tout ça, on rentre ça dans un modèle, dans une équation. Puis on va avoir LSK en fait. On a souris ici, LSK en fait, qui est la fissure en fait qu'un skieur pourrait créer si le skieur se met dessus sur la neige. Ça va être la longueur d'influence, la longueur de la fissure qu'il va créer, en fait. Donc, plus le skieur va avoir une plaque plus petite, ou on va mettre plus de force, mais cette fissure-là pourrait être plus grande. Puis, on va regarder, en fait, comment les différentes tailles d'influence du skieur vont varier, en fait, sur le terrain, selon différents sites. Donc, on a un site au Mont-Albert. Après ça, on a 2 sites ici à Rogers Pass, sur le Mont Fidélité. Donc, voici un peu comment on mesure cette variabilité-là. Puis après, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de faire des cartes à haute résolution, en fait, des différentes propriétés de la neige. Puis comme ça, on peut vraiment imager et comprendre cette variabilité-là. Puis ensuite, ces cartes-là ont été créées avec des modèles statistiques qu'on a utilisé la microtopographie, en fait. Donc, la présence de végétation, la proximité des arbres, la forme de la pente, si on a des formes convexes ou concaves, on a donc utilisé ces variables-là pour essayer de mieux prédire puis avoir des meilleures cartes. Donc, ça, c'est un exemple à Rogers Pass. Donc, vous avez une image drone du site. Puis en rouge, en fait, l'image en haut à droite, c'est le shear strength, c'est la résistance au cisaillement de la couche faible. Puis les endroits rouges, en fait, ce serait des endroits qu'on pourrait qualifier de weak zone, en fait, des zones qui sont faibles. Que si un skieur passerait sur ces zones-là, il pourrait potentiellement déclencher une avalanche. Donc, voici comment on peut la mesurer, la prédire. Ensuite, comment on exprime cette variabilité-là, comment on la décrit. On utilise le variogramme. Puis le variogramme, c'est 2 axes, en fait, qui décrivent, en fait, 2 variables, la variance et la distance d'autocorrélation. La variance, en fait, c'est l'écart. Mettons, vous avez plusieurs observations, ça serait, si on peut résumer ça serait l'écart entre la valeur minimale et la valeur maximale, en fait. Donc, c'est vraiment l'intensité de la variation. Si, par exemple, l'épaisseur de plaque, est-ce que j'ai une plaque qui varie entre 35 cm et 40, donc j'ai une variation de 5 cm, ou j'ai une variation de 1 mètre. Donc, la variance serait plus élevée. Puis ensuite, je vais avoir la distance d'autocorrélation. Donc, c'est la distance à laquelle j'ai ces 2 valeurs-là, en fait. Puis ce qu'on a sur le graphique, en fait, parce qu'on a un plateau, c'est la distance à laquelle la variance va plafonner, puis on va définir cette distance-là d'autocorrélation. Donc, en gros, en fait, ça nous permet de voir est-ce que mon patron spatial, il est très, très grand, très lisse, très smooth, ou il est très, très rugueux avec une intensité de variation qui est très élevée, en fait. Donc, ça, c'est comment on le mesure sur le terrain. Mais après, sur le terrain, on se ramasse en fait avec peut-être 5-6 cartes avec des scénarios, en fait, des régimes de variabilité qui sont très, très limités. Pour étudier ensuite sur le déclenchement, ben là, ça devient un peu plus complexe parce qu'on n'a pas assez de données.
Donc, ce qu'on fait, on va aller dans l'ordinateur comme un laboratoire, en fait, puis on va simuler, en fait, toutes les gammes de variabilité qu'on veut, en fait, pour voir c'est quoi l'influence sur le skieur. Donc, je vais vous donner un exemple. On va utiliser, en fait, les GRF, Gaussian Random Field. C'est le nom de l'algorithme, c'est pas très important. Puis, on va spécifier 3 paramètres, en fait. C'est les paramètres que je viens de vous expliquer. Bon, la moyenne de l'épaisseur de la plaque, c'est un exemple, la variance, puis la longueur de corrélation. Puis, on va générer, en fait, une épaisseur de plaque artificielle, en fait, dans l'ordinateur sur une pente comme si de 50 par 100 mètres. Comme on peut voir ici, mettons, l'endroit qui est en bleu, en fait, c'est un endroit où la plaque est plus mince. Et en jaune, la plaque est plus épaisse. Puis on va y associer, en fait, des valeurs de propriétés mécaniques qui sont associées à souvent des plaques plus minces. Ça va être une plaque moins dense, moins rigide et le contraire, en fait. Puis en fait, pour chaque carte d'épaisseur de plaque, on va y trouver on va dériver en fait des indices de stabilité pour arriver en fait à cette carte-là ici où est-ce qu'on voit les ensembles rouges. Ça serait des trigger points, en fait, les endroits où sur notre pente artificielle, si un skieur passerait là, il pourrait potentiellement, pas potentiellement, il va déclencher une avalanche, en fait. Donc ensuite, sur la dernière carte à droite, on va simuler des passages de skieurs, puis on va regarder si le skieur passe sur le trigger point. Puis ensuite, on va calculer, en fait, OK, j'ai fait 40 skieurs, il y en a 2 qui ont déclenché, donc je vais calculer une probabilité. Donc, si j'ai une probabilité de 1, ça veut dire que 40 skieurs ont passé sur la plaque, sur la pente, puis les 40 ont déclenché. Donc, ça, c'est un exemple avec 3 paramètres. Puis, on va répéter l'opération 100 fois, en fait, pour avoir une banque de données. Mais on ne va pas changer les paramètres. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, c'est une autre simulation. La carte, elle change un peu, mes trigger points, ils bougent un peu, mais je gardais les mêmes paramètres. Puis ça, je fais ça 100 fois pour avoir en fait une base de données qui statistiquement qui fait du sens. Donc, voici un autre exemple. Puis à chaque fois, je vais calculer la probabilité, en fait. Puis ça, c'est un exemple. En fait, là, je viens de changer la longueur de corrélation. Donc, on a vu sur la carte, on voit que c'est beaucoup plus lisse, en fait. Parce qu'en fait, c'est la distance, le 30 mètres, en fait, c'est ça, en fait. C'est la distance entre les ondes qui va changer. Donc, on se ramasse avec un patron qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus smooth. Puis, comme résultat, on a un trigger point on en a juste un, en fait, puis qui est beaucoup plus gros. Puis là, dans ce cas-ci, pour cet exemple-là, il est dans le coin de la pente. Donc, je vais refaire la même chose, je vais refaire 100 fois la même chose, puis je vais toujours garder la probabilité. Pour arriver, en fait, à résultat, donc ici, je vous ai mis tous les résultats de chacune des simulations. Donc, chacun des graphiques, c'est l'épaisseur de la plaque. Donc, je suis parti de 50 cm pour aller jusqu'à 1 mètre. Et en Y, on a la variance, en fait. Donc, on a l'intensité de variation. Donc, à 0, en fait, dans le bas de l'axe des Y, c'est notre cas homogène, quand notre plaque n'a aucune variation. Puis, à mesure qu'on augmente, on a beaucoup de variations. Donc, pour la même pente, on va avoir une plaque épaisse et une plaque mince. Et en X, on a la longueur de la corrélation. Donc, et la couleur, en fait, chacun des carrés, en fait, représente 100 simulations. Et moi, la couleur que j'affiche, en fait, c'est la probabilité moyenne de ces 100 simulations-là. Donc, on peut voir, en fait, qu'on a des régimes, lorsque la plaque est mince, très instable, en fait. Ça veut dire que les 40 skieurs déclenchent systématiquement. Puis, on a des régimes beaucoup plus stables, avec des épaisseurs de plaques qui sont plus élevées. Puis ça, en fait, c'est parce que vu que la plaque est épaisse, ben, le skieur, il n'est pas assez lourd, en fait, pour aller déstabiliser la couche faible qui est enfouie en profondeur. Ensuite, on va aller voir des cas un peu plus intermédiaires. Donc, on a encore un peu nos régimes instables et instables, mais c'est plus limité. Puis ce qu'on remarque, en fait, c'est si j'augmente la variance, donc j'augmente les endroits où ma plaque est épaisse et ma plaque est très, très mince. Puis, je vais augmenter, en fait, les endroits où je peux déclencher sur la pente. Donc, c'est ça qui va faire augmenter ma probabilité de déclenchement. Et si je diminue ma longueur de corrélation, je me ramasse avec une variation qui est très, très serrée, en fait. Donc, je vais avoir plein de trigger points sur l'ensemble de ma pente. Et si j'ai une longueur de corrélation qui est plus élevée, j'ai une variation plus smooth, mais je vais peut-être avoir juste 1 ou 2 gros trigger points. Donc, la probabilité va diminuer, en fait.
Donc là, je vous ai parlé de moyenne de probabilité. Là, pour ces cas-là, en fait, on va aller voir les distributions, en fait. Donc, on a une épaisseur de plaque de 0,7 m avec une variation qui est petite et une variation qui est plus élevée. Puis ce qu'on a ici, la courbe verte, par exemple, on a une moyenne de 10 de probabilité de déclencher, ce qui n'est pas énorme. Si on regarde la forme, en fait, l'ensemble des données sont à 0, en fait. Donc, j'ai peut-être 2 tiers de mes simulations qui m'ont donné 0 en fait. Donc, aucun skieur a déclenché. Puis j'ai quelques-uns qui ont déclenché. Si je m'en vais vers du 30, ben là, on voit que la distribution, la forme de la distribution va changer pour aller vers un cas un peu plus extrême où la forme de ma distribution est presque uniforme, en fait. Puis ça, ce que ça veut dire que j'ai autant de chances pour une même variation. J'ai autant de chances de pogner 20 que 80 de probabilité de déclenchement. Donc, en gros, ce que je veux montrer avec ça, c'est que dans un système que je connais à la perfection, c'est moi qui l'ai paramétré, j'ai tout mis les paramètres. Quand je rajoute une variabilité spatiale, puis que je rajoute des skieurs, bien forcément, on rajoute une incertitude, puis on rajoute en fait de l'aléatoire, en fait, même si je contrôle tout. Donc là, je vous ai parlé en fait de probabilité de déclenchement vers skieur, puis là, je veux m'en aller vers l'autre côté du danger d'avalanche, qui est vers la taille probable des avalanches. Donc là, on a focusé un peu plus sur cet aspect-là du déclenchement. Là, on va s'en aller plus vers l'autre aspect, en fait, donc la propagation dynamique, en fait, une fois que la fissure est créée et que la craque est partie. Puis là, on va parler, en fait, on va plus parler de tension dans la plaque. Puis c'est qu'est-ce qui va faire apparaître la fracture, en fait. Puis lorsque la fracture apparaît, ben, c'est la taille d'avalanche. On veut savoir si est-ce que notre variabilité, est-ce que ça va faire des petites ou des grosses avalanches. Donc ici, j'ai un test qu'on appelle le Propagation Saw Test. Puis, la personne va introduire en fait la scie dans la couche faible pour créer artificiellement une fissure dans la couche. Puis, à mesure en fait que la fissure se crée, en fait, il y a une partie de la plaque qui n'est plus supportée en fait. Puis on veut voir, c'est un petit peu, on va revenir. La craque n'est pas encore partie, mais il y a une partie de la plaque qui est plus supportée ici. Puis on voit en fait les marqueurs, les flèches, en fait, c'est les déplacements. En fait, c'est les déplacements de chacun des points noirs. Puis on voit en fait que la plaque commence à plier vers le bas, en fait, vers la pente et vers le bas de la pente. Donc on a de la compression du cisaillement, en fait, avant même que la craque soit partie. Puis à mesure que ça part, en fait, quand ça va remonter, en fait, on va voir que la plaque elle va complètement se décrocher, puis elle va se détacher, en fait. Puis nous, ce qu'on veut faire, en fait, numériquement, on va essayer de reproduire ce test-là, mais on va le modifier un peu. On va faire la même chose, on va faire un test de propagation de la scie. Donc, l'avantage, c'est qu'on est pratiquement en 2D, en fait, donc on a moins de particules à simuler. Parce que là, en fait, je vais changer de méthode, en fait. Là, je vais aller dans une méthode numérique, de simulation, qui est beaucoup plus longue, en fait, mais qui nous permet de représenter tous les aspects mécaniques que je vous ai montrés sur le schéma, en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un test de propagation de la scie de 100 mètres de long. Puis sur ce test-là, je vais mettre une variabilité dans l'épaisseur de ma plaque. Mais là, au lieu d'utiliser des GRF et de faire 100 simulations, ce qui ne ferait pas de sens avec la méthode qu'on utilise, que ce serait beaucoup trop long, je vais mettre une variation en sinus, en fait. Donc, l'épaisseur va augmenter et diminuer de façon périodique. Mais je peux quand même mettre une intensité de variation, donc une variance ou un sigma, avec une longueur de corrélation. C'est juste qu'au lieu de faire 100 simulations, je vais en faire juste une. Puis ce qu'on va regarder, on va regarder la longueur en tension, en fait. On va regarder c'est quoi la distance à laquelle j'ai une fracture verticale, une fracture de tension dans ma plaque. Donc là, je vous montre un cas homogène. Donc, on va regarder la courbe rouge et la courbe bleue ici. On va à gauche. Puis ça, en fait, c'est la craque, en fait. La couche bleue, en fait, c'est la couche faible, en fait, qui se fait détruire, qui se fait scier numériquement. Puis le rouge, en fait, c'est le stress en cisaille. C'est les contraintes de cisaillement dans la couche faible. Puis on voit à mesure qu'on va scier, ça va se déplacer tranquillement, puis après, ça va partir plus rapidement. Puis c'est là qu'on va avoir notre propagation, en fait.
Puis à mesure, là, je commence à scier. À mesure que je scie, on a une nouvelle courbe qui apparaît, qui est la courbe verte, en fait. Puis la courbe verte, en fait, c'est ma courbe, c'est mon stress en tension. Bon, je vais recommencer la vidéo. Ma courbe verte, c'est mon stress en tension, en fait. Et puis, ce stress-là apparaît parce que j'ai une partie de la plaque qui n'est plus supportée par la couche faible. Puis si j'ai une plaque, en fait, qui est plus supportée, en fait. Donc, à mesure que cette longueur-là de plaque qui est plus supportée augmente, ben, j'ai comme une tension qui apparaît dans ma plaque. Puis on va voir que ce stress-là va augmenter de façon linéaire, dans notre cas homogène. Il va aller chercher la courbe jaune, en fait, qui est la force en tension de notre plaque. Quand la courbe verte va atteindre la courbe jaune, ben là, on va avoir une fracture en tension dans la plaque, puis on pourrait imaginer un détachement de la plaque. Donc là, on a une fracture en tension qui est arrivée à 43 mètres. Donc, c'est cette valeur-là que je vais garder dans ma simulation. Donc là, on fait la même chose, mais avec une variabilité dans l'épaisseur de la plaque. Donc, on commence à scier, puis ça va commencer à se propager. Puis on va voir en fait que mon stress en tension va avoir une fluctuation en fait, parce que j'ai une fluctuation en fait dans mon épaisseur de plaque. Ça augmente, puis ça diminue. Puis, dans ce cas-ci, ça va modifier en fait la longueur en tension, la distance à laquelle on observe une fracture en tension dans la plaque. Puis ça, c'est dû en fait à des effets statiques et dynamiques qu'on va voir à la prochaine slide. Donc ici, je vous ai donné, il y a deux résultats de simulation. À gauche, j'ai une variation avec une longueur de corrélation qui est assez élevée. Donc, on a une variation qui est assez lisse, assez smooth. Puis, en bleu, en fait, ici, c'est tout ce qui est lié à la couche faible, à notre cisaillement. Puis, en rouge, rose, c'est la tension, en fait, de notre plaque. Puis, la ligne en pointillé, en fait, c'est la distance à laquelle j'ai observé une longueur en tension. Puis là, je vous ai juste mis le frame juste avant qu'il y ait une ouverture en tension dans la plaque. Puis ce qu'on voit en fait, c'est qu'on augmente linéairement, puis à la fin, on a une petite augmentation. Puis si on s'en va sur l'autre côté, en fait, on a une variation qui est plus serrée, donc la longueur de corrélation est plus courte. Puis on a une oscillation, en fait, une fluctuation dans la longueur en tension, puis on a une longueur en tension qui est beaucoup plus élevée que l'autre, en fait. Ça, c'est dû à un effet statique que quand je vous ai parlé, en fait, la plaque qui n'est plus supportée à mesure que la longueur de la craque, le craque se déplace. Donc, on a une plaque, en fait, qui n'est plus supportée. La tension augmente. Mais là, étant donné que j'ai une plaque qui est plus épaisse, localement, à certains endroits, ben, la plaque, en fait, elle n'est pas dans le vide. Là. Une fois qu'elle affaisse la couche faible, ben, elle repose, en fait, sur la couche du dessous. Puis quand la plaque est plus épaisse, ça a plus de friction, en fait. Donc, ça va comme un peu atténuer la tension. Donc, ça, c'est l'effet statique. Puis après, on a aussi l'effet dynamique, en fait. Donc, quand on modifie l'épaisseur, on a une fluctuation dans le shear stress, en fait, qui va driver, en fait, la vitesse de la craque de propagation. Donc, c'est la courbe en jaune. Donc, cet effet dynamique-là aussi va ralentir le crack. Combiné à l'effet statique de la friction, on va avoir, c'est ce qui explique, en fait, notre fluctuation dans la longueur de tension. Donc ici, je vous montre les mêmes résultats, pas les mêmes, mais la même façon, mais avec les longueurs en tension. Donc au lieu d'avoir une probabilité moyenne, là, je vous montre les distances à laquelle on observe une longueur en tension. Ce qu'on peut observer, en fait, c'est pour nos cas homogènes, on a des longueurs en tension qui sont de l'ordre de peut-être 40, puis à mesure qu'on augmente la plaque, on s'en va plus vers du 50. C'est dû, en fait, si on augmente la plaque d'épaisseur, la plaque est plus dense, elle est plus dure, donc elle est capable de mieux résister à ce stress-là en tension, elle est plus forte, donc on va avoir des longueurs qui vont être plus élevées. Ici, on augmente la variance. Dans le coin à gauche, on a des couleurs un peu plus bleutées, donc on a des longueurs en tension qui sont très, très courtes.
Ici, on augmente la longueur, ben là, on se rapproche de la même couleur, en fait, que notre cas homogène. Donc, on va se rapprocher de notre résultat homogène. Puis ensuite, on a un pic à peu près à 15-20 mètres. Puis ça, d'après moi, c'est plus lié au fait qu'on a utilisé des fonctions sinus, parce que c'est à peu près la moitié de notre longueur en tension homogène. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais ça, je crois que c'est plus lié à le fait qu'on utilise une fonction, tu sais, qui est périodiquement parfaite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, je vais prendre des extrêmes, puis je vais faire un peu de simulation avec les GRF pour avoir une variabilité un peu plus réaliste. Donc, j'ai pris en haut une variance petite avec une plaque de 0,5. Puis ça, c'est les résultats des 100 simulations. Puis la ligne en pointillé, c'est notre longueur en tension homogène, lorsque j'ai pas de variation. Puis la plupart des simulations sont collées sur cette ligne-là. Il y a un peu des écarts, mais sans plus. Après, si on augmente la variance, donc c'est centré encore sur la longueur en tension, mais on a quand même plus de variance, en fait, notre distribution est plus large, puis on a autant des cas avec des petites longueurs en tension que des plus grandes. Après, quand on augmente la plaque, bien là, on voit que notre distribution, dans ce cas-ci, est serrée, parce que la variance est petite, mais elle est quand même shiftée vers la droite, donc elle est shiftée vers des longueurs en tension plus élevées que notre cas homogène. Et même chose, c'est encore plus flagrant quand on s'en va vers une variance plus élevée pour une plaque de 1 mètre. Donc, pour finir, je voulais revenir en fait à la slide un peu initiale qui parlait de probabilité et de conséquences. Donc, ce que je vous ai mis en fait en Y les épaisseurs moyennes des plaques et la variance dans ce cas-ci. Puis à gauche, j'ai la probabilité de déclenchement, puis à droite, je vous ai mis un avalanche release size. Donc, j'ai pris la longueur en tension, je l'ai normalisé, donc je l'ai divisé par la longueur maximale de longueur en tension qui est à peu près 50 mètres. Donc, j'ai divisé par 50 mètres pour ramener tout ça à 1. Puis, j'ai multiplié par l'épaisseur de la plaque. Donc, pour avoir une espèce de semblant de volume, en fait. Donc, plus la longueur en tension est grande, fois une épaisseur de plaque qui est plus épaisse, bah, théoriquement, on devrait avoir une avalanche plus grosse. Puis si on regarde, en fait, dans le coin à droite, ici, on a nos probabilités élevées de déclenchement pour des plaques plus restreintes de 50 cm. Mais quand on augmente la variance, ben, on augmente la probabilité pour des plaques un peu plus épaisses. Pour la même région, on a nos petites conséquences, je peux dire, en fait, nos longueurs en tension contenaient à des plaques plus minces. Et ensuite, dans l'autre côté, on a nos probabilités faibles qui sont quasi inexistantes pour des plaques très élevées. Et ensuite, on a des conséquences plus élevées liées à ça, en fait, à des longueurs en tension beaucoup plus grandes, avec des épaisseurs de plaques plus importantes. Mais tu sais, probabilité, conséquence, avec des épaisseurs de plaques qui sont plus élevées, c'est rien de nouveau là, en mécanique d'avalanche, puis en termes de prévision, c'est des choses que les gens ils deal avec ça tous les jours. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'on voit que la variabilité, en fait, elle vient un peu, elle a un effet un peu ambigu ici. On voit que ça augmente la probabilité, mais que ça diminue les conséquences. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que ça vient un peu ouvrir la porte à des conséquences plus élevées, en fait. Parce que quand on augmente la variance, ben, on s'approche, si mettons, on a une plaque de 80 cm, 90 cm en moyenne, ben, on a quand même une probabilité qui joue entre 20 et 30 quand même non négligeable. Puis tout ça combiné à des conséquences qui sont relativement élevées, en fait. Donc, la variabilité, en plus, ça vient un peu ouvrir la porte à des plus grosses conséquences. Donc, les éléments clés à retenir pour fermer, moi, ce que je retiens de tout ça, en fait, quand j'ai vu les graphiques, en fait, c'est qu'il y a une incertitude qui est liée à la trajectoire du skieur quand on insère la variabilité dans le système. Même si je connais mon système parfaitement, c'est moi qui l'ai paramétrisé. Je connais exactement sont où les weak points. Étant donné qu'on a un facteur arbitraire qui est la trajectoire du skieur, ben forcément, on met de l'incertitude. Puis, moi, ça vient un peu me chercher en tant que skieur, de dire, OK, il y a toujours un roulement de dés, en fait. Même si je peux
essayer de comprendre, aller chercher beaucoup plus d'informations. Ça reste que quand on sort en montagne, ben, il y a un élément qu'on contrôle plus ou moins, en fait. Ensuite, pour contrecarrer ça, on pourrait essayer de prédire le trigger point pour pas passer dessus. On a essayé de le faire avec la microtopographie, avec des modèles statistiques. Ça fonctionne, mais c'est pas. Je peux pas vous donner de règles, en fait, de dire passez pas sur des convexités ou à tel endroit. En tout cas, dans les formations, c'est ça qu'on enseigne, mais je veux dire, dans les modèles qu'on a eus, on n'a pas de règles générales de lois qui sont ressorties, en fait. Les modèles statistiques ont fonctionné par site, par couche faible. Donc, on pourrait les prédire, mais on n'a pas encore de loi globale, mettons. Puis, ce que je veux que vous reteniez, en fait, c'est que c'est pas nécessairement où il y a le plus de neige, où la plaque est le plus épaisse, vous n'allez probablement pas déclencher parce que vous n'allez pas vous rendre à la couche faible, mais ça va être à l'endroit à côté, en fait, où la plaque va être mince. Et ensuite, pour finir, la variabilité spatiale a un effet ambigu, donc on voit que ça augmente la probabilité, mais ça peut aussi diminuer la taille probable pour une même épaisseur de plaque. Donc, ça a un peu un effet comme de chaque côté, mais que ça peut donner accès à des plus grosses avalanches, à des plus grosses conséquences. Puis, voilà. Merci de votre écoute. Puis, je crois qu'il y a une question. Deux questions. Donc, Francis, la première question fait référence à 2 ou 3 slides auparavant. Ça remonte encore dans... Ah. Ah non, c'est celle-là, exactement, celle-là. Ouais, en fait, c'est un exemple. Mettons, là, j'ai une plaque de 50 cm, une variance de 0,05 et 5,1530. Si je reviens sur la slide précédente, on s'en va. Ah non, c'est vrai, là, j'ai déjà RF, là, j'ai pas exactement la même. Mais en fait, ça équivaudrait en fait à une case, en fait. C'est juste que là, en fait, je peux pas avoir de moyenne, parce que je n'ai juste fait une, mais c'est que ça équivaut à une case, en fait. Puis là, je monte la distribution, en fait. Donc, le 5, 15, 30, en fait, c'est la longueur de corrélation que j'ai utilisée pour faire les simulations. Donc, à 5 mètres, on aurait une longueur de corrélation qui est très, très courte, avec une surface qui est très, très rugueuse, entre guillemets. Et à 30, on a une surface beaucoup plus lisse, en fait. Puis là, en fait, ce qu'on voit sur le graphique, en fait, c'est que peu importe la longueur de corrélation, la distribution est pratiquement la même, puis elle est toute centrée sur notre cas homogène. Donc, quand la variance est petite, même si on a une longueur de corrélation qui est élevée, ben, vu que la variance, l'écart est peut-être ça varie entre 2 et 3 cm, ben, ça a peu d'impact. Alors que si on s'en va sur une variance qui est plus grande, ben là, notre 5, 15, 30 va avoir une influence. On voit que le 5, la courbe bleue, en fait, c'est 5, la distance de corrélation est 5 mètres, donc on a une surface rugueuse. Mais là, c'est est un peu plus shifté vers la gauche, donc vers des longueurs de tension plus petites. Je ne sais pas si ça répond à la question. Un skieur aurait propagé une fissure dans le manteau neigeux. Ouais, ben, en fait, une fois que la couche faible est détruite, en fait, là, la fissure elle va probablement se stabiliser exactement comme tu viens de le décrire. Puis, elle va rester à fouiller, en fait, mais je veux dire, elle va plus constituer un weak spot, en fait, une zone faible. Ça va devenir quasiment un endroit beaucoup plus fort, en fait, parce que les cristaux vont avoir été tout compressés. Là, tu vas te ramasser avec un bed surface qui est beaucoup plus dur, puis la plaque qui est très cohésive. Puis là, ces deux-là vont probablement se métamorphoser puis fusionner ensemble. Donc, à cet endroit-là, tu n'auras juste plus de couche faible, en fait. Donc, ça va probablement devenir une zone plus forte. Donc, Francis, les participants ne voient pas les questions qui sont dans le Ah, pardon. qui sont données OK. ici. Donc, en gros, ce qui était demandé comme question, c'est que si jamais il y a un skieur, là, évidemment,
crée une fracture et puis qu'il y a une fissure qui se propage dans le manteau neigeux sans avoir déclenché d'avalanche, est-ce que c'est possible que la fissure se stabilise éventuellement avec la transformation du manteau neigeux ou si elle va rester enfouie puis éventuellement fracturée, là? Donc voilà, c'était la question à laquelle Francis vient de répondre. Je vois qu'il y en a d'entre vous qui ont levé la main. Je vous invite à passer par la section questions et réponses, s'il vous plaît, pour poser vos questions, pour faciliter le tout. Euh, Autrement, génial. Francis, merci beaucoup pour ta présentation. Je trouve ça super intéressant de voir, en fait, ça renforce le besoin d'évaluer notre ligne avant de s'y lancer, puis pas seulement se fier au bulletin qui, euh, qui fait une prévision pour la région là, au complet. Mais que c'est bien important là, de bien évaluer la ligne dans laquelle on se lance avant de s'y commettre. Ouais, moi, tu viens de dire, tu viens de parler du bulletin, mais je l'ai fini avec une réflexion que j'avais oublié de partager. Moi, ça m'a fait beaucoup penser, en fait, quand tu essaies de faire un profil, tu te dis toujours, je veux avoir un endroit représentatif de la pente. Entre guillemets, je veux la moyenne. Tu sais, je veux la moyenne. Puis moi, avec ces résultats-là, je suis en train de me dire, bon, je pense que le bulletin, vous décrivez souvent dans le manteau neigeux, vous décrivez le manteau neigeux, puis le but, c'est sur un représentatif, puis c'est un peu la moyenne. Puis après, je suis en train de me dire, moi, quand je vais sur le terrain, puis je vais faire des tests, je me demande si, je suis pas en train de dire de commencer à faire ça, là. C'est plus une réflexion que j'ai à moi. Je me dis, est-ce que je veux vraiment avoir quelque chose de représentatif ou je veux aller chercher les minimums, en fait. Je vais aller chercher les trigger points, tu sais, ou puis je suis vraiment en train de me dire, si je commence à creuser, puis il y a une roche dans le fond, tu sais, je me dis peut-être que je devrais faire un test de compression là-dessus, tu sais. Donc, c'est un peu les réflexions que j'ai quand je regarde ces résultats-là, puis je suis en train je me dis toujours, OK, dans le fond, je suis pas sûr si je veux quelque chose de représentatif, tu sais. Je veux essayer de trouver les minimums, les trigger points, puis me dire, OK, je vais essayer de pas passer là, tu sais. Mais Mhm. trouver les trigger points, je pense que ça prend de l'expérience, puis c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire, surtout quand tu as la carte, puis tu l'as mesuré, c'est facile, mais tu sais, quand tu vois juste la belle poudreuse, c'est pas évident. Non, effectivement. Et puis, les interfaces roche-neige, comme tu dis, là, sont difficiles à prévoir. Euh, En fait, difficile de savoir exactement où ils sont. Ouais. Génial, Francis. Merci beaucoup pour ta présentation. J'imagine que tu ne restes pas avec nous, étant donné l'heure en Suisse, effectivement. Excuse-moi pour l'erreur tantôt. Pas de Mais problème. c'est vraiment super apprécié. Puis merci, merci de mettre des chiffres, du visuel sur ces concepts-là. Merci pour Ça fait ton plaisir. apport. Cool. Euh, Bonne soirée, Francis. Ciao. Donc, enchaînons immédiatement, en fait, avec notre deuxième présentateur, Alexandre Langlois. Je m'excuse, je vais me référer à mes notes parce que il y a beaucoup beaucoup d'études et de mots compliqués dans la description et dans le parcours d'Alexandre. Donc, Alexandre est post-doctorant et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Euh, Alexandre axe principalement ses recherches sur la télédétection, la géomatique, les changements climatiques et le manteau neigeux. Il est avec nous ce soir pour nous présenter un compte-rendu des résultats de ses recherches qu'il a effectué ici même dans les Chic-Chocs et puis faire des parallèles peut-être avec ce qui a été observé aussi justement dans Rogers Pass. Que ça fait le tour, Alexandre? Oui, ça fait le tour, mais je suis plus postdoctorant depuis 2007. C'était le avant d'être prof. OK. Oui, oui. Ah, ben, c'est correct. Oui, ben écoute, je peux, si on démarre, je peux déjà d'emblée partager mon écran. Et s'il y en a qui ont des questions pour Francis, des Q&A encore qui sont non résolus, on laisse Francis aller se coucher, mais ça fera plaisir de tenter d'y répondre après coup. Donc, Jean-Antoine, tu me diras si c'est OK pour la présentation. Oui, c'est super, on va très bien. Ça a du sens. Excellent. Yes. Donc, je te laisse la place, Alexandre.
Ouais, no stress. Donc, merci tout le monde d'être présent ce jeudi de relâche fin de soirée. Donc, on voit beaucoup l'intérêt et l'engouement du ski d'hors-piste. Et j'étais surpris quand même que le tiers avait déjà le Hobbs. Mais au final, c'était un webinaire de pro. Donc, il faut s'y attendre. Quand Charles Antoine m'a approché il y a quelques semaines, même quelques mois, là, on a essayé de trouver un moment pour parler de ça. Il y avait un intérêt à ce qu'on fasse un peu un survol de nos projets de recherche à l'Université de Sherbrooke, dont une partie est sur le volet avalanche. Et donc, c'est ce que je vais présenter ce soir sur finalement la recherche en avalanche à l'Université de Sherbrooke. Collaboration évidemment avec énormément de partenaires, que ce soit Avalanche Québec, Avalanche Canada, évidemment le LGGRM, la LUQAR, donc, où Francis fait sa thèse avec le professeur Francis Gauthier, collaborateur. Donc, on va prendre un peu un pas de recul par rapport aux détails que Francis a fournis. Je vais parler un peu du groupe de recherche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui a mené à étudier la neige et pourquoi on s'intéresse à la neige en milieu alpin, et ensuite un petit peu plus de détails au niveau scientifique sur les recherches en détection et modélisation que nous on fait, qui sont en lien avec l'amélioration, si on veut, de la mesure du monitoring des conditions neigeuses et par défaut, par parallèle en fait, à la stabilité. Nous, au GRIMP, il me semble qu'on sort aussi la vidéo. Le groupe de recherche interdisciplinaire milieu polaire, qui a été créé en 2014, se concentre sur 2 volets principaux. Donc, il y a un volet qui est arctique et un volet qui est avalanche. On a créé ça, j'ai créé le groupe en 2014, donc je suis rentré prof à l'Université de Sherbrooke en 2012, donc janvier 2012. Donc, rapidement, j'ai voulu créer un groupe de recherche axé sur la science de la neige. Donc, la neige, si on considère les milieux de la cryosphère, donc la cryosphère qui est tous les endroits enneigés, évidemment les milieux polaires, mais il y a aussi les milieux alpins. Et depuis la création du groupe, bon, il y a énormément d'étudiants qui sont passés à travers, donc étudiants de maîtrise, étudiants de doctorat, et puis vous voyez sur la vidéo de gauche, à Rogers Pass, la vue de Brown Hill sur Mont Fidelity, et donc on voit la vallée de Rogers Pass, et la personne, juste pour information, qui est derrière, qui est à gauche, qui tient l'antenne, c'est Francis là, qui vient de présenter. Et sur ces 2 pôles-là, principaux, donc on a beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à développer des nouvelles approches de suivi des conditions de surface, donc que ce soit un nouveau modèle, que ce soit au niveau de la détection. Et si on veut, notre élément vendeur, c'est d'être capable de regarder les événements extrêmes. Donc, les événements extrêmes hivernaux, on peut parler de pluies sur neige qui sont de plus en plus fréquentes. Ceux qui skient dans le chic-choc savent très bien de quoi je parle. Les tempêtes de neige, donc évidemment, on fait un clin d'œil à la station que Charles-Antoine a parlé tantôt avec les vents. Les vagues de chaleur, c'est plus du côté arctique. Les polynies glaçonnaires, c'est plus du côté arctique. Et ces événements extrêmes-là météorologiques auxquels nous, le GRIMP à Sherbrooke s'intéressons, ont des conséquences directes sur plusieurs aspects. Donc, des aspects qui sont au niveau de l'écologie. Donc, on travaille beaucoup sur l'aspect caractérisation de l'habitat de certaines espèces dans l'Arctique, par exemple. On travaille sur l'aspect hydrologie, donc sur l'équivalent de la neige, la géochimie, le cycle de l'eau, tout simplement. Donc, que ce soit en milieu alpin, que ce soit en milieu arctique. Et aujourd'hui, ce qui est un peu plus, évidemment, intéressant pour la présentation d'aujourd'hui, donc c'est vraiment de parler des géorisques, donc parler des phénomènes d'avalanche. Et les phénomènes d'avalanche, on est un peu arrivé à étudier les avalanches un peu par la bande, comme je dirais, dans la mesure où initialement, je n'étais aucunement spécialiste avalanche, puis je n'ai pas la prétention de l'être non plus aujourd'hui, mais par contre, je suis un spécialiste de la neige. Ça fait plus de 24 ans que j'étudie la neige à tous les niveaux, que ce soit alpin, glaçonnaire, glacier dans l'Arctique extrême. Mais éventuellement, en développant de la science et des modèles sur les propriétés physiques de la neige, éventuellement, on a mis les pieds dans le contexte stabilité. En améliorant la caractérisation de la microstructure de la neige, bien évidemment, on améliore la caractérisation de l'instabilité, donc ce que Francis vient de parler, et je ne répéterai pas. Donc, de fil en aiguille, on a créé un groupe qui est maintenant relativement nombreux à l'Université de Sherbrooke. On a à peu près 25 membres, où est-ce qu'on est étudiants de maîtrise, étudiants de doctorat, postdoctorants et associés de recherche, ingénieurs, etc. Et on a une partie de l'équipe, à peu près, je dirais, 40% de l'équipe qui s'intéresse sur le milieu vraiment des avalanches, avec des sites principaux dans mon groupe qui sont évidemment les Chic-Chocs, mais on travaille aussi énormément à Rogers Pass et le modèle que je vais discuter un peu dans la présentation d'aujourd'hui, qui est le modèle Snowpack, s'il y en a qui ont déjà entendu parler du modèle Snowpack, qui est un modèle suisse, donc qui a été paramétré aux conditions alpines suisses et qui n'est pas du tout adapté aux conditions alpines canadiennes.
Et j'avais fait une présentation dans une école de neige que j'enseignais c'était à Preda, en Suisse, où est-ce que je faisais un peu un topo des montagnes canadiennes, etc. Puis quelqu'un qui me disait à la blague, en Suisse, disait, oh, vous n'avez pas de montagne au-dessus de 4000 mètres. Et moi, de lui répondre que le terrain avalancheux de la Suisse, c'était gros comme le campus de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un milieu qui est très complexe. Et aujourd'hui, la présentation, on va parler un peu plus je vais parler sur les approches que nous, on a voulu développer, on est en train de développer pour être capable de spatialiser l'information et d'augmenter la résolution temporelle de l'information et qu'est-ce qui motive. Donc, les diapos que vous allez voir quand je vais parler un peu plus des projets de recherche actuels et des récents progrès qu'on a faits, c'est les travaux de recherche des étudiants qui sont surlignés ici. Donc, l'honneur revient à eux, ne revient pas à moi. Donc, Benjamin qui débute sa maîtrise à l'UQAR avec mon collègue Francis Gauthier, Cédric Binette, Antoine William qui sont ici à Sherbrooke en maîtrise, Jean-Benoît et Paul qui sont en doc ici à Sherbrooke et évidemment Francis qui est présenté, qui est en doc à l'UQAR, donc impliqué aussi au sein de notre groupe. Donc, un clin d'œil à ceux qui font le travail réel. Donc, si on commence la présentation à pourquoi est-ce qu'on veut étudier la neige en milieu alpin, on va dire, bon, finalement, on va aller skier, puis c'est important de connaître la structure de la neige. Mais juste au niveau statistique, puis cet hiver, en fait, je pense que le webinaire est bien situé dans le temps, dans la mesure où on a un hiver qui est vraiment bizarre. En Estrie, on est à 30 % de l'enneigement normal à ce stade-ci, donc c'est quand même assez exceptionnel. J'avais la chance j'étais à Rogers Pass il y a 2 semaines. Conditions de neige épouvantables. On disait, Avalanche Canada disait que c'était le pire hiver depuis 2002-2003 en termes de conditions et d'enneigement et de victimes, malheureusement, d'avalanches. Mais si on prend un pas de recul et on regarde la durée d'enneigement général, il y a des changements climatiques qui sont évidemment en cours. S'il y en a qui ne sont pas convaincus des changements climatiques, vous passez me voir à mon bureau, ça prendra à peu près 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la durée d'enneigement diminue évidemment un peu partout et dans l'hémisphère nord. Et on remarque aussi qu'il y a une occurrence d'événements extrêmes qui se produisent dans la cryosphère. Et évidemment, la cryosphère inclut le milieu alpin. Et en montagne, les réductions de couverts de neige, d'épaisseur de neige demeurent significatives, sauf qu'on voit que la réduction elle est plus accentuée donc aux basses altitudes comparée aux autres altitudes, où est-ce que les précipitations solides ne sont pas encore compensées par l'effet du réchauffement. Si on regarde un peu plus en détail certaines simulations qui sont faites sur les enneigements milieu alpin, en fait à l'échelle hémisphérique, mais ça inclut les milieux alpins, comme vous voyez dans l'ouest du Canada ici. Ça, c'est un clin d'œil à mon collègue Alain Royer qui a hier publié, soumis un article dans le Climatoscope ici à Sherbrooke. Donc, c'est une figure que je me suis permis de lui voler. On a perdu 15 jours de neige, donc normalement dans l'hémisphère nord depuis 50 ans, ce qui est à peu près 3 jours par décennie. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici, si vous regardez la carte du Canada, c'est que cette perte-là est accentuée dans les milieux alpins. Et qu'est-ce qui se passe avec ça dans un contexte où on tente de skier, puis l'industrie du ski tente de survivre? C'est que si on regarde un graphique où on va comparer l'augmentation de température parce qu'effectivement, ça se réchauffe, mais quand ça se réchauffe, on accélère le cycle hydrologique, on accélère les précipitations, il y a plus de précipitations. Il y a une relation entre on réchauffe la température et on augmente les précipitations, mais cette précipitation va se traduire en quelles conséquences au niveau de la neige dans le milieu alpin. Donc, on peut soit augmenter l'équivalent de la neige, le SWE, le Snow Water Equivalent. On peut augmenter ou diminuer le SCD, donc le Snow Cover Duration, parce que c'est 2 choses différentes. Donc, on a le couvert d'enneigement, on a l'équivalent de la neige. L'équivalent de la neige, c'est l'épaisseur fois densité. Et on s'aperçoit que sur les projections du GIEC, par exemple, qu'on projette un réchauffement de l'ordre de 2 degrés Celsius, plus ou moins court terme, à l'horizon 2100, on se situe autant au niveau de la mer qu'à 2000 mètres dans des endroits où est-ce que à la surface, on va avoir une réduction très significative d'équivalent de la neige et de couvert de neige. Et en milieu alpin, à 2000 mètres, on perd de la couvert de neige, mais on augmente en densité, donc on augmente en équivalent de la neige. Donc, c'est un phénomène qui est très variable et c'est une réalité qui est compliquée à étudier. Pourquoi c'est compliqué à étudier? Parce qu'il y a peu de données. Et ça, c'est une problématique à laquelle mon groupe est confronté depuis, en fait, pas juste mon groupe, peut-être la communauté, je vous dirais, qui étudie la neige cryosphère est confrontée depuis quelques décennies. C'est qu'il y a peu de données et le problème qu'on a, c'est toujours le même patron. On fait une proposition de recherche, on a du financement, on engage un étudiant de maîtrise, un étudiant de doctorat qui fait son projet 3 ans. Voilà, un papier, un article scientifique qui est publié, puis après, voilà.
Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, mais des snapshots. Donc, c'est des bases de données qui sont snapshots ou qui sont orientées projet, qui font en sorte qu'il n'y a pas de suivi spatial constant, il n'y a pas de suivi temporel constant. Et ce suivi-là est absolument essentiel. Souvent, les mesures sont incomplètes et vous regardez ici la carte en haut à droite qui est la densité de sites d'observation de neige au Canada et on voit une disparité qui est absolument marquée nord-sud. Donc, évidemment, l'Arctique, c'est là où je travaille aussi beaucoup, mais on ne s'attendra pas à ça dans la présentation d'aujourd'hui. Et souvent, dans le milieu scientifique, bien, on a des données, ça coûte cher aller chercher nos données, on veut que nos étudiants publient, on va être premier auteur, et donc le partage des données n'est pas toujours optimal. Donc, ça fait partie de la problématique qui fait en sorte que les données demeurent essentielles, mais sont peu nombreuses. Mais pourtant, sont essentielles pour qu'on puisse développer des modèles, comme Francis a présenté tantôt, et que ce soit des approches statistiques, comme il a fait, ou des modèles qui vont simuler le couvert nival, donc je m'en vais vers ça dans les prochaines diapositives, ou encore, on veut développer des algorithmes de télédétection d'imagerie satellite, qui vont nous permettre, à l'aide des satellites, d'étudier les variables d'état de surface, par exemple, densité, neige, épaisseur, etc. Mais tout ça, c'est beau, c'est romantique. Reste que aller en montagne, ça coûte des sous, c'est logistiquement difficile. Donc, on est limité par des contraintes logistiques et financières. On a la chance d'aller à Rogers Pass, on a la chance d'aller dans le Chic-Choc, on a la chance d'aller en Suisse étudier les avalanches. Il reste qu'il y a quand même, comme on dit en anglais, un token relativement important sur l'aspect logistique et financier de la chose. Maintenant, si on regarde le problème et le besoin, mais le problème est relativement simple et je pense que tout le monde qui sont en ligne ce soir sont très conscients de ce problème-là, que, bon, de manière globale, vous lisez n'importe quel rapport d'Avalanche Canada, ils vont vous dire la même phrase en introduction, qu'il y a 1,5 million d'avalanches par année, qui peuvent être mortelles et que 5 de ce 1,5 million-là est en territoire qui est fréquenté. Et c'est la LINEA, en fait, c'est le géorisque qui fait le plus de victimes au Canada par année. C'est le deuxième le plus meurtrier au Québec. Mais une statistique qui m'a frappé, quand j'ai monté un projet du Fonds de recherche du Québec, et justement, notamment avec le professeur Francis Gauthier à l'UQAR, il y a une augmentation d'occupation en montagne. Évidemment, on l'a vu avec la COVID. C'était impossible d'avoir une paire de skis de haute route il y a 2 ans, mais maintenant, c'est comme sur Marketplace, il y a 1 million de skis de haute route. Mais il y a une augmentation d'achalandage qui a été chiffrée à 7, ce n'est pas une erreur de frappe, le 741 dans les Chic-Chocs entre 2001 et 2017. Donc, certainement, des gens qui sont en ligne, que ce soit dans le milieu du guidage et ou autres, ont vu cette augmentation d'achalandage-là. Donc, évidemment, on veut que les gens s'intéressent à notre sport, mais ça apporte aussi son lot de risques. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont de premières expériences qui vont très loin et ce sur quoi nous on travaille quand la motivation principale de spatialiser l'information, c'est vraiment au niveau des motoneigistes qui peuvent aller plus rapidement, plus loin, des endroits où est-ce que les patrouilles normales ne peuvent pas faire leurs tests et les bulletins sont moins précis à ces endroits-là. Et on avait remarqué qu'en 1978-2007, c'était à peu près 22 des victimes d'avalanche qui étaient des motoneigistes, mais cette statistique-là a doublé, donc sur la période 99-2016. Donc, il y a vraiment un besoin. Et ce besoin-là est tout simplement d'être capable d'augmenter la couverture spatiale et temporelle de l'information sur la stabilité. Donc, ce que nous, on fait au GRIM, c'est qu'on va être capable d'aller de la mesure. Donc, on fait des snowpits comme ceux qui ont fait dans leur CSA1, ou non pas le CSA1, mais le CSA2 ou le niveau 1 opérationnel pro. Nous, on a un protocole qui est relativement différent parce qu'on utilise une série d'instruments qui sont différents, entre autres le SMP que Francis parlait tantôt, que Jean photo à la prochaine diapo. Mais ce que nous, on veut faire, c'est avoir une approche in situ, très détaillée géophysique, thermodynamique sur les mesures de neige, mais capable de mettre ça à contribution, si on veut, dans l'émission des bulletins. Donc, jamais le public va baser une décision de sécurité sur ce que nous, le GRIMP, on fait à Sherbrooke. Mais par contre, nous, le GRIMP à Sherbrooke, on veut donner des outils à Avalanche Québec, on veut donner des outils à Avalanche Canada pour être en mesure d'augmenter la couverture spatiale et temporelle de leur bulletin de manière un petit peu plus précise. Donc, ce qui m'amène au final à parler un peu du programme de recherche qu'on fait. Donc, on rentre un peu dans la science pure et dure du truc. Donc, le milieu de recherche qu'on fait, on a 3 objectifs principaux qui vont se concentrer sur la modélisation de la télédétection. Donc, on va vouloir adapter le modèle suisse, donc Snowpack. Il n'y a pas beaucoup de modèles thermodynamiques multicouches qui existent. Je vous dirais, il y a Crocus, un modèle français,
qui partagent beaucoup de modules avec Snowpack. Tu as beaucoup de modèles hydrologiques, mais tu n'as pas de modèles qui vont être capables de répliquer une microstructure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, c'est on va être capable d'adapter le modèle Snowpack à la réalité canadienne en améliorant toute la simulation de la microstructure de ce modèle-là. Donc, aux conditions climatiques qu'on a au Canada, qui sont beaucoup plus variables que ce qu'il y a en Europe. Et ensuite, on va vouloir se rabattre sur des informations de télédétection, de l'imagerie satellite, pour être capable de coupler le modèle et puis, finalement, de dériver de l'information comme la teneur en eau liquide, l'événement de pluie sur neige, présence de croûte, qui sont tous problématiques dans le milieu des shake-shocks, comme tout le monde le sait en est. Donc, si on fait une chronologie un peu 2015, comment on a évolué dans nos projets de recherche, c'est quoi le progrès qu'on a fait. N'importe qui peut prendre le modèle Snowpack en ligne, faire une simulation avec des données météo, ça, c'est une chose. Mais je vous dirais que nous, à notre site principal, qui n'est pas dans les shake-shocks, qui est à Rogers Pass au BC, le temps que ça a pris pour avoir une simulation qui est bien adaptée au site, à laquelle on a confiance, qui représente bien les conditions de neige à un endroit spécifique donné, je vous dirais 2 ans, 2 à 3 ans. Donc, prendre un modèle, faire une simulation, virtuellement, c'est facile, on peut faire ça n'importe où. Maintenant, la simulation, elle est à quelle distance de la réalité? Ça, c'est une autre question. Donc, nous, on travaille sur 2 éléments si on fait une simulation. Si on fait une simulation, il y a 2 choses à considérer. J'ai un modèle de neige. Le modèle de neige, je n'écris pas de la neige comme ça pour le plaisir artificiellement. Donc, le modèle de neige, j'écris de la neige, ça lui prend de l'information. L'information que ça lui prend, c'est la météo. Donc, on donne au modèle de neige, voici les précipitations, température de l'air, humidité relative, les vents, le rayonnement solaire, le rayonnement infrarouge, l'ennuagement, etc. Donc, on donne ça au modèle, un pas de temps, qui soit à l'heure, aux 15 minutes, aux 30 minutes, ça dépend de l'information météo qu'on a. Et ensuite, le modèle, lui, va nous construire un couvert de neige, il va le faire évoluer dans le temps, microstructure, densité, taille de grain, densité, température, etc. Donc, c'est ce qu'on veut développer, c'est ce qu'on veut adapter ici. Donc, quand on a commencé à travailler, logiquement, il fallait s'intéresser au forçage météo. Et le premier forçage météo, c'est vraiment de regarder les précipitations. Évidemment, c'est le nerf de la guerre dans le forçage météorologique. Et quand on regarde les différents produits qu'on a, on peut se comparer à la Suisse où le modèle a été développé. Ils ont une station météo à peu près aux 2 pieds dans tout le modèle alpin. Tandis qu'au Canada, en milieu alpin, on a une station à peu près par province. Donc, j'exagère, mais vous comprenez mon argument. Qu'est-ce que nous, on veut faire? C'est être capable d'évaluer l'incertitude de ces intrants-là au modèle avant de les mettre dans le modèle. Donc, on regarde au niveau des précipitations et qu'est-ce qu'on a regardé? Bon, il y a le modèle HDPRS, GEMNAM, et on a remarqué qu'il y avait une surestimation des précipitations qui était proportionnelle au taux de précipitation. Donc, les gros événements, il y avait une grande surestimation. Les petits événements, il y avait une surestimation qui était moins grande. Mais par contre, quand on est capable de chiffrer ça en termes statistiques, donc si on fait une relation linéaire, MX plus B, donc on aime la pente, on a l'ordonnée à l'origine, on est capable après d'utiliser cette équation pour corriger l'intrant précipitation qui est adapté à notre site. Donc, on est capable de mettre aussi le doigt sur quel est le meilleur intrant. Et dans le cas de l'Ouest et de l'Est, donc autant dans l'Ouest et dans l'Est, donc GEMNAM est un modèle qui, somme toute, nous donnait une précipitation cumulée qui était beaucoup plus proche de la réalité que certains autres modèles. Maintenant, une fois qu'on a un bon forçage, on peut lancer une simulation. Vous avez sur le graphique de droite une simulation qui est dans le temps, donc qui va de décembre à avril. Et vous avez en Y l'épaisseur de neige et vous avez le code de couleur qui est le diamètre optique des grains, ou ceux qui sont moins à l'aise avec le concept de diamètre optique, c'est juste la taille des grains. Donc, la taille des grains de neige, mais la variabilité verticale de la taille des grains de neige, c'est ce qui va nous permettre d'identifier les couches faibles, sur lesquelles on va faire le cisaillement que Francis a montré tantôt sur son vidéo. Maintenant, une fois qu'on a un bon forçage, ce que nous, on a fait des simulations, puis on a regardé le bilan microstructure se situait où. Pourquoi? Parce qu'on a des instruments terrain. Par contre, un laser qui est en infrarouge qui nous permet d'identifier la surface spécifique. La surface spécifique d'une taille de grain, c'est le ratio poids-surface, donc combien j'ai de kilogrammes de glace par mètre carré, combien j'ai de mètre carré de neige par kilogramme de glace. Et on est capable on a finalement évalué que dans le modèle, le biais sur la microstructure était lié au type de métamorphisme qui est en place. Donc, quand on est dans un milieu de métamorphisme cinétique, pour ceux qui ne se rappellent pas, on a un grand gradient de température, donc on a de la vapeur qui migre verticalement vers le haut. Cette vapeur-là va adhérer à des grains, donc les grains vont grossir vers le bas, ça fait du givre de profondeur, de la facette, qui est évidemment des couches qui ne sont pas forcément solides.
Tandis que quand on est en milieu d'équilibre, ben là, on va avoir un gradient de température qui est plus faible, on va avoir de la fusion entre les grains de neige et là, on va avoir des couches qui sont un petit peu plus solides. On s'est aperçu que le biais sur la microstructure était dépendant du type de métamorphisme qui est en cours. Donc, on avait des sites au Mont-Fidélité, Rogers Pass, qui sont beaucoup plus en milieu d'équilibre. On avait un site qui est à Jasper, beaucoup plus froid, neige beaucoup plus mince, donc un contexte un petit peu plus arctique, il y avait plus de facettes, plus de cinétique, voire du givre de profondeur en profondeur. Et on a été capable d'identifier encore une fois les biais en microstructure et encore une fois avec l'équation Y+X plus B, on peut corriger la microstructure dans le but d'améliorer la prédiction de stabilité prédite par le modèle. Et toujours dans l'amélioration du forçage, au niveau des précipitations, on s'est questionné sur la phase de précipitation beaucoup. J'ai travaillé sur des modèles climatiques dans l'Arctique pendant des années et des années. Et il y a des modèles qui travaillent sur des précipitations mixtes beaucoup, donc de solide, mix à liquide, vice-versa. Les modèles de neige, eux, c'est binaire. C'est solide ou c'est liquide. Donc, une température de transition qui n'est pas forcément 0 degré Celsius. Et le modèle Snowpack, pour un Snowpack comme celui qu'on utilise, ben, ça, si on veut la température de transition, ben, c'est 1,2 degrés Celsius. Ben, 1,2 degrés Celsius, c'est basé sur quoi? Mais c'est basé sur les données de la Suisse. Maintenant, nous, au Canada, est-ce que c'est 1,2 ou est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 4? Certainement pas 4. Il reste que ce qu'on a fait, on a installé un dihydromètre. Donc, c'est un instrument qui est un laser, visibilité jusqu'à 20 km, qui donne le type de précipitation, le taux de précipitation, et évidemment la phase. On a collecté ces données-là sur 3 saisons, 4 saisons complètes. Mes étudiants me corrigeront. Et on a pu empiriquement déterminer c'était quoi la température réelle de transition sur nos sites. Et on est arrivé à 1,4. Là, vous allez me dire, 1,4, 1,2, ça ne change absolument rien. En fait, ça change tout. 1,4, 1,2, ça change absolument tout. Pourquoi? Parce qu'un 1,4, 1,2, il y a une grande différence de précipitation de neige. Et on s'est aperçu que si on prend, vous avez à droite sur les graphiques, ici, vous avez à droite le profil mesuré. Et vous avez à gauche la simulation standard initiale à 1,2 avec la valeur par défaut dans le modèle. Bien, on s'aperçoit qu'on est très loin de la réalité. Et lorsqu'on fait juste mettre à 1,4, qui est la réalité de notre site, bien, on s'aperçoit que pour cette année-là, en 2018, la fameuse croûte du 2 novembre, elle est visible dans le modèle et elle est visible dans le profil de référence. Et si on augmente la température sur 2 à 2,4, on n'y arrive plus. Donc, de manière empirique, de simplement changer 0,2 degrés Celsius a permis de simuler vraiment adéquatement la formation des croûtes, donc dans un contexte Chic-Choc qui est très important. Et la seule différence de petit 0,2 degrés Celsius était suffisant pour surestimer l'humidité dans la base des couches. Ce n'était pas le cas avant. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de croûte pour intercepter la percolation. La percolation va y arriver dans quelques diapos. Et ce nouveau seuil, bien, évidemment, menait une meilleure représentation du type de grain. Donc, on est passé de milled forms à facettes, pour ceux qui sont en jargon. Et on a réussi à améliorer la hauteur totale de neige qui a été simulée. On a une pente de 1,03 avec un carré de 0,98. Pour ceux qui connaissent un peu les statistiques, c'est un petit peu difficile de le faire mieux dans un contexte in situ. Donc, voilà, les données, les simulations de neige ont besoin de forçage météo. Mais le problème auquel on est confronté, évidemment, comme je disais tantôt, on n'a pas de station météo. Donc là, on a une idée de comment le modèle fonctionne. On peut paramétrer la phase de précip, on peut paramétrer la quantité de neige qui tombe. On peut améliorer le biais de microstructure. Il reste que l'information météo de départ, elle est à résolution grossière. Il n'y a pas de station météo. Oui, il y a des stations météo dans les Chic-Chocs, etc., mais il n'y a pas de stations météo qui sont distribuées spatialement comme les réseaux en Suisse. Donc, notre forçage météo va varier de 2,5 à 32 km de résolution spatiale. Donc, n'importe qui est à la montagne sait très bien que même à 2,5 km de résolution, on va avoir 3000 mètres de variabilité verticale dans certains endroits. Donc, ça ne permet pas de résoudre des problèmes à l'échelle locale, et l'échelle locale qui est vraiment l'échelle à laquelle Francis tantôt s'attarde dans son projet de doc. Alors, la question à laquelle on s'est posé, comme programme de recherche, bien, il faut être capable d'inclure une variabilité spatiale météo à l'intérieur de notre pixel météo. Et on y est arrivé, donc c'est le travail de Paul Bilcock dans mon groupe, où est-ce qu'on va avoir un pixel qui, si vous regardez l'aspect méthodologique, donc là, je suis à l'étape 1, où on va avoir une grille météo qui est à 2,5 kg de résolution.
Mais tout le monde sait qu'il existe des modèles numériques de terrain qui sont 20, 30, 40 mètres de résolution. Donc, on a un modèle numérique de terrain, mais on a un pixel météo qui est la même météo pour tout le modèle numérique de terrain, donc à l'échelle de 2,5 kg. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on considère chaque pixel du forçage météo comme une station météo virtuelle. Donc, on assume que c'est des stations météo qui sont distribuées aux 2,5 km. Ensuite, on met un couvert modèle numérique de terrain là-dessus et on va spécialiser la météo qui va être ajustée en fonction des vents, de température et du rayonnement en fonction de l'aspect et l'altitude. Donc, on inclut une variabilité météo à l'intérieur d'un pixel initial pour ensuite balancer ça dans notre modèle de neige pour que notre modèle de neige puisse simuler la neige à 100 mètres de résolution spatiale au lieu de 2,5 km de résolution avec probablement 100% d'incertitude. Et ça fonctionne très bien dans la mesure où on a simulé déjà dans l'Ouest, dans l'Est, c'est en cours, dans les Chic-Chocs, on a simulé à l'intérieur d'un même pixel météo. Donc, on a interpolé, en fait, on a spécialisé la météo à l'échelle du DEM sur 100 mètres de résolution. Et on est capable, on va viser les mêmes altitudes qui sont dans les bulletins, donc alpin, tree line, below tree line. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on est capable d'amener une variabilité de conditions neigeuses. Par exemple, dans les faces sud, vous voyez sur le graphique, en vert, c'est le type, en fait, le code de couleur, c'est le type de grain. Donc, en vert, c'est la neige fraîche. Et en grec, c'est l'épaisseur de neige. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur les graphiques? C'est l'épaisseur de neige, il y a moins de neige au sud, moins de précipitations. Souvent, face au sud, on n'est pas derrière le vent, etc. Il n'y a pas d'accumulation de neige. Évidemment, il fait plus chaud, on est soumis au rayonnement solaire. Beaucoup de sublimation des grains, de la neige fraîche, donc il y a moins de neige fraîche. Et on voit du côté nord, beaucoup plus de neige fraîche, plus de facettes, plus d'épaisseur de neige. Donc, tout se tient. Et en comparant avec des données de Snoopit qu'on fait, comme plusieurs en ligne ont déjà fait, on améliore de 0,04 mm la taille de grain optique, donc ça, c'est quand même significatif. 2,7 kg de mètre cube sur la densité, ça ne peut pas paraître énorme, mais par exemple, ça se traduit dans une amélioration de l'équivalent de la neige de 17 puis 41 dans les meilleurs cas. Donc ça, c'est, entre guillemets, tout frais sorti du four. Ça devrait être publié, donc en fait, on est juste en train de polir l'écriture en anglais, etc. Donc, ça devrait être soumis dans le courant du mois de mars à la revue de Cryosphere, mais on est capable d'amener une variabilité météo à l'intérieur de notre pixel météo. Donc, c'est relativement, pas relativement, c'est quand même très bien dans un contexte de pouvoir caractériser l'échelle locale. Maintenant, on vise à améliorer le suivi des problèmes récurrents dans les Chic-Chocs. Donc, tout le monde le sait, c'est des croûtes, c'est des pluies sur neige. Maintenant, on a de l'eau qui arrive dans le système neigeux. Donc, on veut regarder le front de mouillage, on veut regarder la percolation, on veut savoir où est-ce que l'eau s'accumule puis où est-ce qu'on peut avoir le décrochement. Avalanche de neige mouillée entre vous et moi, beaucoup plus dangereux qu'avalanche de neige sèche, très lourd, beaucoup plus lent, mais beaucoup plus destructeur. Beaucoup moins de chances de survie aussi. Alors, on utilise le modèle qui maintenant est bien paramétré, qu'on est capable de spécialiser à résolution spatiale qui est intéressante. Donc, maintenant, on est capable de regarder la percolation, comment l'eau circule, que ce soit un événement de pluie sur neige, que ce soit un événement de fonte, il y a de l'eau qui rentre dans le système. L'eau s'en va où? Il y a de la percolation préférentielle, vous savez, c'est un dossier qui est compliqué. Donc, on a regardé la profondeur. Donc, l'humidité sera jusqu'à quelle profondeur? Donc, quand on a de l'humidité, ça va jusqu'à quelle profondeur, puis on est capable de valider ça avec des instruments qu'on a développés qui mesurent pas l'équivalent de la neige, mais qui mesurent la LWC, le Liquid Water Content, donc la quantité en eau liquide qu'il y a dans le couvert de neige, qui se mesure en pourcentage. Et on est capable de simuler le comportement de cette percolation-là dans le temps. Donc, le graphique que vous avez, c'est vous avez l'épaisseur de neige qui est en haut, mais vous avez en bleu, c'est la teneur en eau liquide, puis à quelle profondeur elle va. Donc, vous voyez les lignes bleues verticales bleues. Les lignes verticales bleues, c'est des lignes où est-ce qu'il y a de la percolation importante. Donc, on a la percolation qui rentre dans la neige. Et cette neige-là, elle va évidemment regeler, puis croûte de regel, un autre problème. On est capable de regarder le front de mouillage va jusqu'à quelle profondeur. Et ça, dans un contexte de stabilité, c'est excessivement important. Maintenant, suivre cette percolation-là en temps réel, c'est envisageable parce qu'on a l'outil de modélisation pour le faire. Mais maintenant, les croûtes de regel, on fait quoi? Parce que les croûtes de regel, c'est plate à skier, on s'entend. Reste que dans un contexte de stabilité de neige, ça peut jouer beaucoup par du facettage qui va se faire autour de ces croûtes-là. Donc, on a développé avec Jacob Laliberté, Jean-Benoît Mador, des étudiants en fait, Jacob, probablement que certains d'entre vous connaissent son nom, Jacob Laliberté, qui a travaillé à Avalanche Québec aussi beaucoup, qui est
qui fait sa maîtrise chez nous, a développé une approche radar, donc avec un radar à onde modulante fréquence, 24 GHz, un truc commercial, et était capable de comparer donc le retour radar avec la constante électrique. Donc, finalement, au final, retour radar, donc un pic radar égale croûte. Et vous voyez, la courbe en bleu verticale, c'est le micropen, le SMP que Francis parlait tantôt, et la courbe que vous avez en jaune-orange, c'est le retour radar. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Bon, évidemment, ça, c'est la figure qu'on met dans le papier. Il y a énormément de développement qui a été fait pour être capable d'arriver à ça. Il reste qu'on y est arrivé. Donc, on est capable maintenant de détecter les croûtes avec un radar qu'on met en surface. Donc, on n'a pas besoin de creuser de snowpit. On est capable d'avoir le profil. Le radar coûte pas cher, 3 000 – 4 000. Ben, pas cher à l'échelle d'instruments scientifiques parce que l'SNP coûte 40 000 francs suisses, donc ça va être à peu près 60 000 canadiens aujourd'hui. Donc, c'est très cher. On n'a pas la résolution verticale du SMP, mais par contre, est-ce qu'on a besoin de la résolution verticale du SMP? Pas du tout, pas dans un contexte opérationnel. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on est capable, après, si on regarde le profil qui est à droite, d'aller chercher les croûtes d'intérêt, donc les croûtes où on a un gros contraste de densité. Et contraste de densité, en milieu d'avalanche, stabilité de neige, c'est l'ennemi numéro 1, donc c'est des couches faibles potentielles. Donc, on a un instrument comme ça qui est mobile, qu'on est capable de déployer. Et ce qu'on a fait, on a déployé cet instrument-là à un même endroit sur une tour où on a regardé l'évolution temporelle, donc à travers une saison complète, de ce signal radar-là pour faire ce qu'on appelle un radargramme, où on a la première moitié de gauche que vous voyez, c'est tout ce qui est sec, donc c'est l'évolution. Vous avez une variabilité verticale de densité de structure qu'on est capable de voir. La grande ligne en rouge en bas, c'est une plaque métallique qu'on a mis, tout simplement pour une référence verticale, le fond est où. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez après le signal rouge-bleu, c'est que les lignes verticales bleues, ça veut dire que le signal radar ne pénètre plus. Le signal radar ne pénètre plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est complètement mouillé, donc l'eau absorbe tout, donc il n'y a pas de pénétration radar. Par contre, les croûtes rouges qui apparaissent après, qui sont signées, c'est des croûtes de regel. Maintenant, il y a un retour radar sur la croûte de regel. Donc, qu'est-ce qu'on est capable d'identifier? C'est des événements de percolation importants qui sont liés à des événements de regel importants. Donc, on a une grande percolation, on a une croûte de regel, on est capable de suivre ça dans le temps, puis on remarque que ces croûtes de regel-là sont de plus en plus profondes, plus le printemps va de l'avant, avec les problèmes, évidemment, d'avalanche que ça inclut. Mais maintenant, on veut adresser, donc on a une résolution temporelle qui est importante, mais maintenant, on va vouloir adresser ça de manière spatiale. Et là, ça rejoint un peu ce que Francis présentait tantôt. Ça, c'est complémentaire à ce que Francis fait, où on va travailler sur un aspect, un terrain. On va prendre notre radar mobile qui a été développé, avec un datalogueur, etc., qu'on prend sur ski. Vous voyez la photo en haut à droite, donc en haut à gauche, qui est Antoine Roland, mon étudiant en maîtrise. Où est-ce qu'on a le radar? On met perpendiculaire à la pente et on sort le profil. Donc, vous avez des exemples de profils en bas qui sont, encore une fois, la comparaison de profil SNP avec le radar. Et on va vouloir interpoler statistiquement l'échelle de la pente, la variabilité spatiale, si on veut. La variabilité spatiale de quoi? La variabilité spatiale de ça ici. Donc, ça, c'est un endroit précis. Maintenant, on va être capable de spatialiser ça et ça rejoint ce que Francis dit, où est-ce que, encore une fois, excusez l'anglicisme, les weak spots sont où? Maintenant, quand on sait sont où, on veut savoir pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là? Bien, c'est variable environnemental. Bon, le sol, la végétation, l'aspect, l'orientation, on veut savoir qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une stabilité faible. Et pour terminer, quand on a une bonne simulation, on a la bonne paramétrisation de microstructure, on est capable de temporellement mieux suivre le truc, on est capable de spatialement mieux suivre le truc. Il y a un nouveau modèle qui a été développé de précipitation qui est amélioré, qui s'appelle CAPA, le Canadian Precipitation Analysis. Maintenant, on veut comprendre, dans un contexte de changement climatique, comment ça se traduit. On a pris ce modèle-là, donc j'ai 2 autres étudiants qui travaillent là-dessus. Bon, Benjamin, qui est supervisé par Francis Gauthier-Lucas, qui est supervisé par moi, puis Jean-Benoît, William, Cédric, qui sont ici à Sherbrooke-Congrès. On veut regarder ce nouveau produit-là de précipitation qui est vraiment intéressant, qui est basé sur HDPRS, donc à 2,5 km de résolution, mais ce modèle-là n'inclut pas des stations météo qui pourraient. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est augmenter le nombre de stations météo qui sont considérées au sol en milieu alpin, en but d'améliorer la simulation de précipitation en milieu alpin, donc que ce soit Chic-Choc, que ce soit Ride Espace. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on a commencé ce travail qui vient de commencer? Donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une sous-estimation qui est généralisée, donc dans le modèle de précipitation. Donc, ce qui motive évidemment le besoin d'intégrer plus de stations dans le modèle de réanalyse du projet.
Éventuellement, on va vouloir tourner ça à 1 km de résolution. Donc, ça existe déjà la structure pour le faire. Donc, ce sera le cœur du projet de Cédric. Et de mettre ça dans la boucle, si on veut, Snowpack, donc de tout ce que je viens de présenter. Donc, finalement, pour conclure, un peu ce que nous, on fait en termes avalanche. Je répète que c'est évidemment la géorisque qui fait plus de victimes au Canada, deuxième plus meurtrier au Québec. On a une augmentation d'achalandage en milieu alpin. Cet achalandage-là va de plus en plus loin, de plus en plus rapidement, où est-ce que l'information est de moins en moins précise. Et ce n'est pas du tout une critique envers les institutions qui font les bulletins, c'est simplement une question de ressources. Donc, on doit se doter d'outils de modélisation et de détection pour être capable de spatialiser un peu l'information. Et puis, un peu pour copier Frank tantôt, Francis, à cela, on ajoute 2 problèmes. On ajoute le fait que les changements climatiques vont apporter des modifications dans la stabilité du couvert nival, de par l'occurrence d'événements plus sur neige ou de vagues de chaleur et ou de patons de précipitations bizarres, complètement bizarroïdes qu'on a vus cette année, autant dans les Chic-Chocs, en Estrie que dans l'Ouest canadien. Et le problème, c'est que ces modifications-là de patrons météorologiques et de neige qui changent avec le changement climatique vont demeurer soutenues avec le changement climatique actuel. Et c'est très difficile à suivre ces modifications-là dans un contexte opérationnel. Donc, là, je pense ici à Avalanche Québec, je pense à Avalanche Canada. Donc, le besoin de développer des outils de suivi qui permettent un monitoring spatial, temporel, qui ne battra jamais. Puis je suis le premier fan de terrain, je suis le premier fan que la Snowpit, c'est la réalité. C'est dur de dire que c'est représentatif. Donc, Francis en a discuté tantôt. Reste que on ne peut plus ignorer ces outils-là, qui peuvent être vraiment un allié de taille pour les prévisionnistes. Et donc, de développer des meilleurs moyens qui sont low cost, do it yourself, qu'importe, nommez-le comme vous voulez, qui vont permettre de donner l'information ou qui vont être capables de contribuer à un outil d'aide à la décision. Pour l'émission des bulletins, donc, ceci dit, je m'arrête maintenant sur une dernière diapo, donc une magnifique photo en bas, une belle inversion thermique à Rogers Pass avec des low-level clouds et photo de terrain, donc clin d'œil aux étudiants qui font tout le travail au final. Nous, les profs, on trouve le financement et puis quand je vais sur le terrain maintenant, je suis un technicien, donc j'écoute ce que les étudiants me disent. Donc, clin d'œil, Jean-Benoît, Paul, Cédric, Antoine, Will, Francis, Julien. Donc, voilà. Je m'arrête. Donc, merci Charles-Antoine pour l'invitation. Merci à tout le monde de votre écoute. Merci à toi, Alexandre. Super intéressant. Et puis, je suis bien impatient d'utiliser ces outils-là, comme tu dis, dans un contexte où, évidemment, les ressources sont limitées, mais on veut toujours être capable d'en faire plus. Donc, merci beaucoup pour ton apport à ce niveau-là. J'inviterais les gens à écrire leurs questions dans la section Q&A. Autrement, si vous n'avez pas de questions, peut-être le temps d'écrire, je peux faire mon petit message de conclusion. Donc, j'aimerais remercier encore une fois là, tout le monde pour votre présence et puis nos deux panélistes aussi. Merci beaucoup à votre rapport au milieu. Pour ceux qui ont participé au webinaire ce soir, si vous voulez le revoir, il y a eu beaucoup de données, il y a eu beaucoup, bien que nos présentateurs étaient d'excellents vulgarisateurs, il y a eu des données peut-être plus que vous voulez revoir. Vous allez recevoir via courriel un lien pour visionner le webinaire de ce soir-là. Donc, vous devriez recevoir ça dans les prochains jours. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, en terminant, je vous rappelle que la journée de sensibilisation en montagne se tiendra samedi prochain au stationnement du Mont-Lyell de 9h à 5h. Et notre encan, votre bon train aussi, est en ligne présentement. Mais je vous rappelle que votre participation et puis vos dons nous aident à pouvoir remettre sur pied la station météo des Mines-Madeleine et peut-être aider Alexandre aussi dans ses recherches. Donc, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci encore à tous et puis profitez bien de la montagne. Soyez prudents. Salut.